il est évidemment tentant, comme m'a invité à le faire l'organisatrice, d'associer le droit naturel et la soft law, dans la mesure où l'un comme l'autre participent d'un même univers qui est un univers installé aux marges de la normativité. Disons que la juridicité du soft law, comme celle du droit naturel en général, est discutée, contestée. Celle du droit naturel, évidemment, l'est depuis la nuit des temps par les positivistes. Et celle de la soft law l'est unanimement depuis son émergence au XXe siècle. En effet, qu'est-ce que c'est que la soft law, ou le soft law? C'est un phénomène contemporain qui se caractérise à la faveur de l'inflation législative par une multiplication de normes qui sont dépourvues de sanctions. Or, cette évolution de la normativité correspond, selon de nombreux auteurs, au tournant dit post-moderne, on va dire contemporain, du droit, qui est celui de la crise de la loi, crise de l'autorité, crise de la souveraineté et, par voie de conséquence, crise du positivisme juridique. La sanction, qui était en effet considérée, je dirais, comme le critère fondamental de la juridicité depuis l'âge d'or du positivisme avec Bentham et John Austin au XIXe siècle jusqu'à Kelsen et Hart au XXe siècle, et bien voilà que la sanction, à la faveur de la montée en puissance de ces normes dépourvues de sanctions, n'occuperait plus aujourd'hui un rôle aussi exclusif pour définir le droit. Donc l'analogie qui m'a été invité d'examiner est tout à fait tentante, entre d'une part cette soft law qui fragilise les critères de définition de la normativité sur lesquels reposait jusqu'à présent le positivisme juridique, et la philosophie du droit naturel, qui avait d'ailleurs repris au lendemain du second conflit mondial une certaine vigueur en réaction aux dérives meurtrières de la souveraineté, dont certains ont dit qu'elles étaient un petit peu la conséquence de la toute-puissance du positivisme juridique. Kelsen en avait pris pour son grade, fort injustement d'ailleurs, mais des gens comme Verdroos, ou je ne me souviens plus ce juriste italien qui avait fondé l'école de Turin, Passerin d'Entrèves, le maître de Bobbio, avait beaucoup reproché à Kelsen d'avoir été un peu à l'origine de ce qui s'est passé. Enfin, disons, la complicité passive des juristes face à ce qui s'est passé pendant le second conflit mondial, qui est une sorte d'exacerbation et d'usage abusif de la souveraineté, serait à mettre non pas au crédit, mais au passif du positivisme juridique. D'où, effectivement, donc, le regain des théories du droit naturel au lendemain du second conflit mondial, et regain qui est contemporain de la montée en puissance de la soft law. Donc, effectivement, c'est tout à fait tentant de faire un rapprochement entre ces deux notions. Seulement, voilà, de là à dire que la soft law serait la forme contemporaine du droit naturel ou un avatar contemporain du droit naturel, il y a un pas que je ne franchirai pas. Et je serais même tenté de répondre par la négative à cette question. Car autant la soft law existe à travers les normes dépourvues de sanctions, certes, mais des normes qui font partie du droit positif, et des normes qui caractérisent la soft law, alors sauf à considérer qu'une norme dépourvue de sanctions n'est pas une norme. Débat dans lequel je n'entrerai pas. Mais toujours est-il que ces normes dépourvues de sanctions existent. Autant le droit naturel n'existe pas. Par cela seul qu'il n'est pas du droit positif, il n'existe pas comme droit empiriquement observable. Disons que le droit naturel est davantage l'objet d'une croyance, c'est davantage l'objet d'une croyance que d'une connaissance, tandis que la soft law, comme en témoignent les textes dont elle est la signification, les supports dont elle est la signification, fait partie du droit positif. Donc à la limite, on pourrait aussi faire entamer une réflexion sur soft law et droit positif. Bon. Je veux dire par là que le défaut de sanction ne prive pas une norme de son appartenance au droit positif. Bien. Alors si vous voulez, entre le droit naturel, la soft law et le droit positif assorti de sanctions, qu'on appelle le hard law, voici comment pourrait s'articuler l'échelle de la normativité. Alors, j'entends par normativité, entendons-nous bien sur les termes, tout ça c'est du stipulatif, j'entends par normativité ce qui fait grief
et par validité l'existence, au sens kelsénien du terme, c'est-à-dire, comme le disait Kelsen dans la théorie pure du droit, la validité, c'est le mode spécifique d'existence des normes. C'est-à-dire qu'une norme, si elle existe, c'est qu'elle est valide. Tant qu'elle n'a pas été invalidée par un juge, elle est valide. Alors vous avez certains réalistes, dits modérés, des gens comme par exemple Riccardo Guastini, qui considèrent qu'il peut exister des normes non valides. Par exemple, c'est l'exemple lorsqu'un juge constitutionnel... La jurisprudence du Conseil constitutionnel de 85, selon laquelle une loi déjà promulguée est déclarée contraire à la Constitution par voie d'exception, à l'appui du contrôle de constitutionnalité d'une loi déférée qui la complète, ou plutôt qui la met en application. Certains considèrent que si cette loi a été déclarée contraire à la Constitution et dans la mesure où elle n'a pas été promulguée, puisqu'il s'agit d'un contrôle a priori, elle est non valide, mais elle existe. Bon, moi, je considère qu'elle est toujours valide et qu'elle existe tant qu'elle n'a pas été invalidée, retirée de l'ordre juridique. Quand bien même le juge constitutionnel l'a considérée comme inconstitutionnelle, mais ce n'est qu'un jugement subjectif, dans la mesure où elle continue de faire partie de l'ordre juridique, elle est valide. Donc, quand je parle d'existence, je parle de validité. Alors voilà l'échelle de normativité et de validité que l'on peut observer lorsque l'on compare droit naturel, soft law et hard law, c'est-à-dire droit positif assorti de sanctions. Le droit naturel ne serait ni normatif ni valide. Il n'existe pas, parce que c'est l'objet d'une croyance, donc il n'est pas valide. Et il n'est pas normatif, encore moins. La soft law, elle serait valide, mais sa normativité prêterait à discussion. C'est-à-dire que la soft law existe, mais comme elle ne fait pas grief, elle n'a pas de normativité. Et enfin, nul ne peut mettre en doute ni la normativité, ni la validité du hard law. Bon. Donc la soft law ne serait pas du droit naturel. En revanche, et c'est la question que je voudrais soumettre cet après-midi, le droit naturel serait peut-être une forme de soft law. C'est l'hypothèse que je voudrais émettre et qui me permettra d'essayer de répondre à la question de savoir si les droits fondamentaux, puisque les droits fondamentaux sont au cœur de notre réflexion cet après-midi et demain, ça me permettra de répondre à la question de savoir si les droits fondamentaux, noble héritage du droit naturel, sont de la soft law ou du droit dur. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le droit naturel et est-ce que ce ne serait pas une forme de soft law, le droit naturel. Alors je dirais plus précisément que si la soft law est un droit positif par cela seul qu'elle est représentée par des supports normatifs qui existent dans l'ordre juridique, il y a en revanche dans les représentations du droit naturel que l'on se fait depuis la nuit des temps, que se font les écoles justnaturalistes, des traits caractéristiques de la soft law. Or, pour définir ces traits caractéristiques, je crois qu'il faut partir d'une célèbre distinction que l'on doit à Aristote entre l'être en puissance et l'être en acte. Alors, qu'est-ce que c'est un être en puissance? Dans le langage aristotélicien, ce n'est pas un être tout-puissant. Un être en puissance, c'est un être qui n'a pas encore reçu toute sa détermination, toute sa forme. Un être qui n'est pas fini, mais qui a vocation à atteindre la forme qui lui est promise. C'est-à-dire la forme qui lui manque pour accéder à ce vers quoi sa vocation le destine et devenir l'être en acte. Par exemple, le bloc de marbre, c'est une statue en puissance que le sculpteur actualise, donc, en lui conférant par son ciseau, par son travail, une forme qui réduit son indétermination. La pièce de théâtre qui est jouée, c'est la pièce qui actualise, d'où le nom des acteurs, les acteurs qui mettent en acte la pièce qui a été écrite par l'auteur, lequel n'est qu'un dramaturge en puissance. Eh bien, c'est à la lumière de cette distinction aristotélicienne qu'on peut saisir peut-être la différence entre le fameux droit naturel classique, triomphant depuis les Grecs anciens jusqu'à la première scolastique, c'est-à-dire depuis le XIVe siècle, et le droit naturel moderne qui s'impose à la pensée juridique depuis le XVIIe siècle. Je dirais que le droit naturel classique est une soft law en acte, c'est une soft law finie, déterminée. Seulement, le problème, c'est que le droit naturel classique, il est fini dans la pensée juridique, il est un petit peu derrière nous. Mais en tant que tel, c'est une soft law en acte qui n'attend aucune sanction pour déployer sa normativité. Parce que dans les représentations qu'en livrent ses adeptes, il s'avère concret, autosuffisant. Il est indifférent à la sanction conventionnelle des lois, la sanction artificielle des lois, si vous voulez. C'est un droit naturel pur.
qui se suffit à lui-même. En revanche, le droit naturel dit moderne, abstrait, dénué d'enracinement naturel, nécessitera fatalement l'intercession de la loi pour honorer la promesse qu'il renferme. Cette promesse, c'est quoi? C'est les droits fondamentaux. Eh bien, pour honorer la promesse de l'accomplissement des droits fondamentaux, le droit naturel moderne, par cela seul qu'il est désincarné, abstrait, incolore, inodore, je vais y revenir, a besoin de la loi. C'est donc de la hard law en puissance. Donc voilà les deux idées que je vais essayer de soutenir cet après-midi. Le droit naturel ancien, je pense que c'est de la soft law en acte, alors que le droit naturel moderne, ce serait de la hard law en puissance. Le droit naturel ancien, d'abord. Michel Villet, qui en est le meilleur promoteur, je ne place pas Oriou, je place Villet cet après-midi, qui en est le meilleur promoteur, a toujours affirmé sa consistance et sa valeur juridique intrinsèque du droit naturel ancien, donc sa validité, tout en lui déniant un caractère impératif, tout en lui refusant sa normativité. Le droit naturel ancien, ce serait un soft law en acte qui n'a pas besoin de l'intervention du législateur, mais seulement celle du juge. Alors en effet, le droit naturel des anciens n'a aucune dimension prescriptive. Il est une authentique soft law. Dans sa conception classique, le droit naturel est conçu comme un droit dans les choses, in re. C'est de là que vient la conception réaliste du droit naturel chez les anciens, chez Aristote, chez saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que le devoir-être, dont il est la signification, est considéré comme l'expression directe de l'être que constitue la nature. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'expression droit naturel est tout à fait appropriée pour désigner le droit naturel ancien. C'est bel et bien du droit naturel, c'est bel et bien du droit dans les choses, du droit in re. Voilà un droit incréé, immanent au monde, dans lequel il prend racine au terme d'une conception païenne qui ne raisonne qu'en termes de consubstantialité, de congruence entre le logos, l'esprit, et le cosmos, la nature. Et le droit positif, le droit de la cité, dans ces conditions, ne sera réputé valide qu'à la condition d'être le reflet du cosmos dont le droit naturel est l'expression. Alors il en résulte trois conséquences, ou trois caractéristiques de ce droit naturel ancien, dont je pense qu'on peut le considérer comme une soft law en acte. Première conséquence, c'est la dimension très conservatrice des conceptions classiques du droit naturel, c'est bien connu. Elles ont permis de justifier l'esclavage du temps d'Aristote au nom de la hiérarchie naturelle entre les êtres. Elle a permis de justifier la condamnation morale du suicide par l'Église catholique du temps de saint Thomas d'Aquin au nom de l'instinct naturel de conservation. Et plus récemment, elle a permis, dans les discours des anti-mariages gays, la réprobation du mariage homosexuel au nom d'une conception biologique, naturaliste de la filiation. Bien. La seconde conséquence, et celle-ci, elle nous intéresse beaucoup plus, c'est la dimension déclaratoire du droit naturel classique. Voilà un droit qui est ancré dans l'être, qui n'est pas considéré comme impératif. Il n'est donc pas l'expression d'une volonté, d'un devoir-être, d'un commandement. Il est immanent au cosmos et le droit naturel ancien n'a pas à être décrété, il n'a pas à être imposé, il se suffit à lui-même puisqu'il est le cosmos. Il est l'être. Il est le monde. Donc il est soft law en acte. Et puis la troisième caractéristique de ce droit naturel ancien, ce serait sa souplesse. Souplesse qui fait que le droit naturel ancien présente tous les traits du droit mou, car il apparaît, à l'image de la variété des choses, comme flexible. Aristote, d'ailleurs, l'assimilait, le droit naturel, donc ancien, puisque c'est, à la règle de Lesbos, cette île grecque dans laquelle, dans l'Antiquité, les règles s'adaptaient aux choses qu'elles mesuraient. Donc la règle n'était pas rigide, la règle était... En fait, ce n'était pas une règle. Elle épousait la variété des choses qu'elle mesurait. Eh bien, le droit naturel ancien, c'est cela. C'est un droit qui s'adapte à la diversité des cités, des régimes politiques dont ces cités sont assorties. En somme, le droit naturel ancien est différentialiste, comme le sera plus tard le droit historique, l'école historique du droit chère à Herbert von Savigny au XIXe siècle. Le droit naturel ancien est philosophiquement donc étranger à l'impératif catégorique kantien, qui est la forme, j'y viendrai tout à l'heure, archétypique du droit naturel moderne et du légalisme. Comme la soft law, le droit naturel ancien est narré, raconté,
et pas prescrit. Il raconte ce que dit le monde, il restitue l'équilibre harmonieux du cosmos qui peut être rompu en cas de contentieux. Et c'est là qu'intervient le rôle du juge, qui est de rétablir l'équilibre rompu. D'où l'idée que soft law en acte, le droit tel qu'il était représenté par le droit naturel tel qu'il était représenté par les anciens n'avait pas besoin de l'intercession du législateur, mais uniquement l'intercession prétorienne du juge. Alors en effet, dans la conception classique du droit naturel, l'office du juge, c'est de restituer à chacun ce qui est le sien. Tout le monde connaît l'adage, sum cuique tribuere. Ce n'est pas du tout d'appliquer mécaniquement la loi. C'était la philosophie du jugement en équité. La loi n'est qu'une source auxiliaire du droit, parmi d'autres, dont se sert le juge pour découvrir, et non pas créer, pour découvrir le juste, sachant que celui-ci, le juste, varie avec la structure et la dimension du cas qui lui est soumis. D'où la nature prétorienne du droit naturel selon Aristote, qui est inséparable de l'expérience du procès. Le droit est dit avec Aristote. Il est dit, il n'est pas fait. Il est dit à l'occasion du litige. Casuistique, et pas du tout universel, le droit naturel ancien, comme la soft law, offre au juge une marge de manœuvre assez importante. C'est au juge, en effet, de découvrir dans chaque occurrence le contenu d'un droit naturel qui n'est pas du tout dogmatiquement fixé, de façon a priori, transcendantale, à la Kant. Non, le droit naturel ancien est à découvrir au cas par cas, dans chaque procès, d'où la relative grande marge de manœuvre du juge, mais pour autant, la conception classique du droit naturel ne laisse pas le juge livré à lui-même. Doté d'une marge de manœuvre, le juge n'est quand même pas livré à sa pure fantaisie, car quand bien même ce droit naturel ancien n'est pas fixé de façon a priori et dogmatique, de façon transcendantale, quand bien même il est à rechercher dans le cas, il est quand même connaissable. C'est-à-dire qu'il n'est pas livré à l'entière subjectivité du juge. Si bien qu'on a un juge, disons que la conception classique du droit naturel nous présente une troisième voie entre le légalisme, qui consiste à dire la loi dit tout et le juge n'a qu'à l'appliquer mécaniquement, et ce que Stéphane Rial s'appelait il y a quelques années le décisionnisme judiciaire pour désigner la fameuse théorie réaliste de l'interprétation, qui est une théorie dont on peut dire qu'elle est un légalisme à l'envers, puisqu'elle consiste à dire que le foyer unique de la normativité, c'est la volonté. Alors soit la volonté du législateur, légalisme, soit la volonté du juge suprême. Théorie, enfin réalisme juridique, théorie, réalisme d'interprétation. Légalisme, décisionnisme. Eh bien, la conception classique du droit naturel nous offre une troisième voie, une voie médiane entre ces deux écueils. Autrement dit, le juste naturalisme classique, c'est un objectivisme juridique qui dénie au sujet, qu'il soit juge ou législateur, le monopole de la normativité. En revanche, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le juste naturalisme moderne, en raison de son abstraction, contient en germe un tel subjectivisme, qui offre à la volonté le monopole de la normativité. Il se présente dès lors comme un hard law ou une hard law en puissance. Alors en effet, le droit naturel moderne, on le sait, les conceptions du droit naturel sont nées dans la littérature juridique et politique des XVIIe et XVIIIe siècles et offrent une représentation radicalement étrangère à la philosophie classique du droit naturel, parce que la teneur normative du droit naturel moderne est tirée de la raison et non de l'observation du cosmos. Rationaliste, artificialiste, la philosophie du droit naturel moderne utilise d'ailleurs une terminologie qui est impropre. On ne devrait pas dire droit naturel. Et Kant disait plutôt droit rationnel. Et les lointaines racines du droit naturel moderne résident dans l'abandon de la cosmologico-éthique des anciens, c'est-à-dire l'idée que l'éthique est dérivée du cosmos. Abandon que Léo Strauss, le grand philosophe politique du XXe siècle, avait surnommé le saut qualitatif d'Athènes à Jérusalem. On se déplace d'un espace culturel à un autre, celui d'Athènes à Jérusalem. D'une culture grecque et païenne dans laquelle, à l'image des dieux, le logos était arrimé au cosmos, le devoir être à l'être, le droit à la nature, eh bien, le centre de gravité de la pensée normative s'est déplacé vers une culture judéo-chrétienne et monothéiste dans laquelle, à l'image du Dieu unique et extérieur au monde, le logos se détache du cosmos, le devoir être de l'être, le droit de la nature.
Eh bien, le droit naturel moderne est l'héritier lointain de ce saut qualitatif d'Athènes à Jérusalem. Et du coup, il a pris 3 caractéristiques qui sont symétriquement inverses de celles que j'ai présentées tout à l'heure s'agissant du droit naturel ancien. La première caractéristique, c'est son universalisme, car en s'arrachant à la diversité naturelle du cosmos, le droit naturel gagne en universalité, puisque le cosmos est divers et varié. Dès l'instant où le droit naturel se détache du cosmos, il perd en diversité et gagne en universalité. Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est l'individualisme ou le subjectivisme, car en s'émancipant du cosmos, le droit naturel emporte dans son élan l'individu, qui est arraché du même coup à sa livrée et autres pesanteurs culturelles. Et puis la troisième caractéristique, c'est le volontarisme, et ça on ne le dit pas souvent, le volontarisme, car en s'arrachant à l'être, le droit naturel moderne perd l'autonomie qu'il avait chez les anciens. Il devient moral, c'est-à-dire qu'il devient tributaire de la volonté. Il est dénué de substance, il est dénué d'ontologie, il est soustrait à la contemplation du cosmos, donc il devient l'expression d'une volonté, et il revêt une dimension prescriptive qu'exprimera de manière éclatante le décalogue, les lois, les 10 commandements. C'est du droit naturel moderne qui se décline sur le mode du « tu dois ». Puisqu'on ne peut pas connaître à partir du cosmos ce qui doit être, alors on va le décréter. Et en perdant son autonomie pour devenir l'instrument de la volonté, eh bien le droit naturel moderne n'est plus un droit objectif qui garantit l'équilibre harmonieux entre l'homme et la nature, mais devient un droit subjectif dont l'homme s'empare égoïstement et sans égard pour la nature. Il est donc l'instrument de la volonté de chacun. Il est un pouvoir de l'homme sur les choses et sur autrui. Droit de propriété, pouvoir sur les choses. Droit de contracter, droit d'imposer sa volonté. Et ce pouvoir, à la disposition du sujet, ne se distingue du devoir que du point de vue de la modalité de son énonciation. Tandis que les lois sont les obligations, les droits sont les autorisations. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit de normes de conduite qui appartiennent sur le modèle de la morale au monde du devoir-être, dont l'artificialisme signe la présence et l'intervention de la volonté humaine. Alors j'en terminerai sur un mot de conclusion, Madame la Présidente, qui est le suivant, c'est que puisque le droit naturel moderne est universel, détaché de la diversité matérielle des choses, il est, en quelque sorte, c'est pour reprendre la critique qu'avait faite Michel Villet dans la préface à la doctrine du droit d'Emmanuel Kant, il est en quelque sorte incolore, inodore, il est abstrait. Et puisqu'il est abstrait, le droit naturel moderne, eh bien, il ne pourra gagner sa densité normative que par l'intercession exclusive du législateur. Autrement dit, la loi va jouer le rôle objectivant du droit que la nature jouait chez les anciens. C'est la loi, quand on lit la Déclaration des droits de l'homme de 89, c'est à la loi qu'est confié le soin de concilier l'exercice des droits naturels entre eux. C'est à la loi, et à la loi seule, qu'est confié le soin de concilier l'exercice des droits naturels avec l'intérêt général, avec l'ordre public. Autrement dit, il y a bien un lien logique, historique, entre les thèses du droit naturel moderne, qui se sont formées au XVIIe et au XVIIIe siècle, et le succès du positivisme légaliste du XIXe siècle. Un légalisme qui sera honoré dans le Code civil et qui rend, à mon avis, le droit naturel, celui des droits fondamentaux, relativement étranger à la soft law. Alors, tout en réservant le cas particulier de la Charte de l'environnement, qui est une soft law en acte, elle, une soft law constitutionnelle, mais une soft law dont l'esprit n'est pas si éloigné de la conception classique du droit naturel, je pense que les droits fondamentaux, qui sont ce noble héritage du droit naturel moderne, demeurent et demeureront toujours du droit dur. Je vous remercie.